Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Frika TV dans le cadre de l'émission Panafricanisme 101. Ce soir, nous allons décrypter la thématique autour de la situation en République démocratique du Congo et par ailleurs autour de la tournée de Tibor Nagui en Afrique. Nous allons également parler des sommets transcontinentaux qui ne cessent de se multiplier à l'endroit du continent africain. Avant de commencer avec la RDC, nous disons que le pays dispose d'énormes ressources naturelles, alors que les tensions continuent de sévir dans sa partie est, même après un an d'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Pour en parler ce soir, nous accueillons sur le plateau de Frika TV notre invité congolais, M. Kataka. Bonsoir. Katala. Pardon, pardon. Voilà, bonsoir Madame Winnie. C'est un plaisir pour moi d'être votre invité en ce jour. Je dis merci à Frika TV. Je crois que ça sera une relation, une longue relation pour nous. Chaque fois que vous avez besoin de moi, je serai toujours disposé à venir pour partager avec vous. Merci. Vous êtes la bienvenue sur le plateau de Frika TV. Nous allons commencer ce soir, comme nous disons tantôt, avec la question sur la République démocratique du Congo. Le pays est resté jusqu'ici très pauvre, avec un PIB de 495 $ par habitant en 2019. Le pays est pourtant très riche, il dispose d'énormes ressources naturelles. Il est d'ailleurs le premier producteur de coltan sur le plan mondial. Alors l'on se pose la question de savoir comment comprendre ce paradoxe. Écoutons ce reportage pour plus d'éléments de réponse. Premier producteur de coton, le Congo-Kinshasa regorge sur son sol de multiples minerais qui suscitent des conflits à la base de l'insécurité dans l'est du pays, des terreurs qui occasionnent des déplacés, des décès et même des blessés d'une part et qui ne laissent point les puissances étrangères indifférentes d'autre part. À tort ou à raison, d'aucuns pensent que ces ressources seraient une malédiction pour le pays qui jusqu'ici est resté très pauvre avec un PIB de 495 $ par habitant en 2019 avec tout ce que regorge son sous-sol. Le pays est devenu un terrain de prédilection des puissances occidentales qui, bien que présents, n'arrivent pas à mettre fin au conflit. L'or, le diamant, le cuivre, le coton, 60% des réserves mondiales, une importante faune et flore, sans oublier l'hydrologie la plus importante du continent. Le pays a pourtant tous les atouts pour mieux prendre en main sa stabilité, mais n'y arrive pas du tout. Mais comment s'y prendre pour les Congolais? C'est l'équation qui reste sans doute difficile à résoudre, même après l'ascension du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Ce plateau, bon voilà, merci pour ce reportage. Monsieur Katala, quelle est votre analyse sur les tensions qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, tous nous savons que à cause de richesses que Dieu nous a données, c'est devenu un grand problème pour nous les Congolais. Parce que nous savons depuis même avant l'indépendance, avec la Belgique, ça a toujours été la même chose. Pour un rappel, la RDC a été d'abord colonisée par le roi Léopold II. Après avoir pris ce qu'il voulait, il nous a légué à la Belgique. Belgique aussi qui a fait ce qu'il devrait faire. Après l'indépendance, ça n'a pas toujours été la liberté de la RDC. C'est ce qui fait qu'au fil du temps, même ceux qui ont pris le pouvoir, à tout moment, ils étaient toujours là comme des étiquettes. Ce sont les Occidentaux qui géraient en fait nos minéraux. C'est ce qui fait qu'à tout moment qu'il y a un Congolais qui éveille un peu son esprit, on l'étouffe ou bien on l'éteint. Et quand les Congolais veulent normalement se relever, c'est là qu'il y a toutes ces tensions. Et les tensions aussi viennent bien sûr par des forces extérieures, mais en accord avec les gens de l'intérieur. Donc c'est ce qui fait que avec nos minéraux, nous mourrons de nos minéraux. Et c'est pourquoi mon président, le nouveau président Félix Tshisekedi, il a dit que pour le moment, il aimerait que les sols puissent se venger sur les sous-sols. Ça veut dire qu'il doit multiplier un peu des ressources économiques dans la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il va beaucoup travailler sur l'agriculture, bien sûr, sans oublier aussi le minerai. Vous avez dit que malgré son accession au pouvoir, mais il est très difficile
de vouloir lui mettre toutes ces charges-là sur son dos. Pourquoi? Parce que la RDC a sombri, je peux dire près de 50 ans. Parce que tout le temps de Mobutu, ça a toujours été. Mais au moins, le temps de Mobutu, il n'y avait pas tous ces problèmes de guerre. Bien sûr, il pouvait y en avoir, mais il avait la maîtrise pour arrêter toutes ces choses-là. Mais le cauchemar de la RDC a commencé avec l'AFDEL. Donc, dans les années 1997, quand l'AFDEL est entré avec Kabila père, c'est là que le cauchemar de la RDC a commencé, que ces gens ont commencé à nous tuer pour nos minéraux. Alors, vous disiez ici que la RDC est le premier producteur de coltan. Mais quand nous regardons, je crois, ça ne fait pas une année, 2 ans. C'est le Rwanda qui était le premier producteur du monde de coltan. Mais quand nous regardons dans le sous-sol rwandais, il n'y a pas de coltan. Il n'y a pas de coltan. Donc vous pouvez alors comprendre que nous vivions dans un pays non-État. Donc il n'y avait pas l'État dans la RDC. Donc on était géré ou bien gouverné par les marionnettes, donc des occupants. Voilà. D'accord, merci. Mais vous accusez beaucoup les puissances occidentales, vous accusez la Belgique, vous accusez... Est-ce que les Congolais eux-mêmes ne peuvent pas prendre leur destin en main? Bon, c'est pourquoi maintenant, il y a quelqu'un qui avait levé sa tête, du nom de Lumumba. C'est quand on a eu l'indépendance. Effectivement. Vous voyez la fin de Lumumba. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais puissent mettre la main sur leurs richesses. Et maintenant, Mobutu est arrivé, nous connaissons comment Mobutu est arrivé au pouvoir. Et il a été soutenu par les Occidentaux. Il ne pouvait pas lever la tête n'importe comment. Non, mais il y avait quand même, on peut dire, les semblants de paix au Congo. Donc après... Il était donc mieux que celui qui est actuellement? Bon, que ce soit Mobutu, que ce soit celui qui est là actuellement, celui-là, c'est le fils du pays. Celui-ci, il est en train de mettre les choses sur le rail. Je vais m'expliquer. Tshisekedi, c'est le fils du pays. Et je l'ai toujours soutenu. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de rentrer. La RDC n'était plus respectée à l'extérieur. Mais Tshisekedi a commencé à ramener la RDC. Tshisekedi peut aller où il veut, traiter avec quel pays il veut. Ce n'est pas comme on dit que non, Tshisekedi, ce sont les Américains qui l'ont mis. Il peut pas aller en Russie, il peut pas aller n'importe. Non, il part partout. Il est avec les Américains, il est avec les Chinois, il est avec les Russes, il est avec les Japonais. Il part partout où il veut. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont mis au pouvoir. Vous voyez, le piège en Afrique est que quand ce sont les Occidentaux qui te mettent au pouvoir, tu dois marcher selon leur dictat. Oui. Mais lui, c'est le peuple congolais qui l'a voté. Malgré tous les pièges qui sont autour de lui, mais par la grâce de Dieu, il s'en sort toujours. Donc, lui, il est en train de remettre le pays sur les rails. Il a rétabli des relations avec les États-Unis, même la France et la Belgique qui étaient derrière un malheureux candidat de Fayoulou, qui voulait encore mettre leur même mise sur la RDC, mais lui, il a résisté. Et les Français, les Belges, ils étaient dans l'obligation de revenir maintenant à lui. Maintenant où nous parlons, il y a la première ministre de la Belgique qui est en RDC. Oui. Et tous, ils marchent maintenant derrière. Lui, il ne part pas comme un élève des Occidentaux, non. Il part comme un collaborateur. Oui. Il part comme un collaborateur. Donc lui, c'est le fils du pays. Il ne tremble pas devant ces Occidentaux. Parce qu'il avait dit ouvertement, il leur a dit, nous avons le minerai. Vous savez, le monde d'aujourd'hui veut maintenant aller dans le domaine numérique. Mais la RDC a les minerais stratégiques. Cobalt, coltan, tout ça. La RDC a ça. Il leur a dit que nous avons le minerai, vous avez les usines. Voilà. Venez avec vos usines là nous donner. Nous avons besoin que nos peuples puissent travailler. Nous, on va vous donner le minerai. Et il a dit ouvertement, nous allons diversifier de ressources, de recettes du pays, en travaillant beaucoup plus sur l'agriculture. Et maintenant, nous allons imposer les prix pour nos minéraux. Donc, est-ce qu'il y a vraiment le président africain qui peut parler comme ça? C'est rare. Parler, c'est bien, mais passer à l'action, c'est autre chose. Voilà, c'est pourquoi... Depuis qu'il parle de plus, l'ONU est quand même toujours présente sur le terrain. Oui, l'ONU est présente sur le terrain. Tshisekedi, c'est un civil, il n'est pas militaire. Or, Mobutu, c'est un militaire. C'est Kabila là qui vient de partir, c'est un militaire.
Lui, c'est un civil. Et il part avec les choses lentement et sûrement. Parce qu'il ne pouvait pas arriver au pouvoir. Et puis il dit, bon, on y partait. Les Rwandais partaient. Tous ces gens-là, toute l'armée là partait comme ça. C'est que ça devrait encore revenir sur nous. Quand Kabila perd, donc le vrai Kabila perd quand il était au pouvoir. Là, j'étais encore en RDC. 1998, il était venu avec le Rwandais. Quand il a chassé le Rwandais, pas même 2 mois, 3 mois, ils sont revenus encore avec la guerre. Et nous connaissons tous l'histoire de Kabila. Il n'a pas duré au pouvoir. Bon, maintenant, Tshisekedi, je vous parle là même hier, il a désarmé Kabila qui était au pouvoir. Il a beaucoup de caches d'armes. Mais il y a sa résidence de GLM. On a désarmé. On a fait sortir des armes lourdes. Tu vois que s'il fait des choses brutalement, le pays va encore sombrer. Or, voilà, lui, il ne veut plus que les Congolais souffrent. C'est pourquoi il travaille beaucoup avec la sagesse. Vous voyez que Kabila, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont la majorité. Dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, tout, même dans les assemblées provinciales. Ils ont la majorité. Même des gouverneurs sont toujours les gens des FCC. Normalement, lui, il pouvait préférer vivre avec eux dans la cohabitation. La cohabitation, mais selon la constitution congolaise, ça veut dire que le gouvernement devrait être entre les mains des FCC. Tout. Mais lui, il a joué avec la sagesse, avec l'intelligence. Il a préféré vivre dans la coalition avec eux. Ça fait qu'il a au moins gagné même 23 ministères. Maintenant, il évolue avec eux comme ça. Parce que si c'était la cohabitation, ça devrait être des affrontements du jour au jour. Et le peuple est prêt à en finir avec les gens de FCC. Mais comme Kabila, armé, avec toutes les armes, toutes les caches d'armes, ça devrait encore faire mourir les Congolais. C'est pourquoi lui, il part avec la sagesse. Kabila croyait que quand Tshisekedi est au pouvoir, il sera comme les autres Congolais qui acceptaient la corruption, tout ça. Mais celui-là, c'est l'enfant de Étienne Tshisekedi. Voilà, Fils du pays. Voilà, le vrai opposant que nous avons connu en RDC, le vrai démocrate. Donc c'est quelqu'un qui a... Même nous tous, si nous parlons de la politique, nous avons appris derrière ses papas. Donc Tshisekedi, les gens qui disent le bilan, si moi je regarde, le bilan de Tshisekedi en un an est positif. Pourquoi? Le pays a sombré dans 50 ans. À moins avec un bâton magique pour relever un pays en un an. Vous voyez? Il y a maintenant la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Oui, l'éducation, on a vu ce qu'il a fait. Voilà. Il y a la gratuité. Nous voyons des hôpitaux qui sont construits, des écoles qui sont construites. Et petit à petit, il est en train d'arranger des routes, petit à petit. Malgré les blocages que les gens de FCC sont en train de lui faire. Vous voyez? Mais il a la bonne volonté. Et quand tu vois tous les Occidentaux, toutes ces grandes puissances sont avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il a la bonne volonté. Il a l'amour. Et il peut séduire toutes les grandes puissances derrière lui. Donc, alors je suis là pour toutes les questions. Mais il faut faire très attention. Ce n'est pas le fait d'avoir des partenariats avec les grandes puissances qui justifie forcément que Tshisekedi, c'est l'ange des Congolais. Parce qu'on sait aussi qu'inviter davantage les grandes puissances dans le pays, si les partenariats ne doivent pas être faits dans la logique gagnant-gagnant, alors ils préparent alors là plutôt une future crise peut-être économique. Et c'est le mot de passe de Félix Tshisekedi, gagnant-gagnant. Et partout où il passe, il dit gagnant-gagnant. Partout. Lui, il n'a pas honte de... D'abord, il a grandi dans la diaspora. Il a fait 30 ans, comme ils ont été relégués avec les dictateurs au pouvoir. Lui, il n'a pas honte de dire ce qu'il pense. Vous voyez, dernièrement, il était même chez le pape. Le pape même était perdu qu'il lui a donné sa chaise. Il dit qu'à 3 reprises, il a rêvé comment Dieu lui a montré que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Il est là pour la bénédiction de la RDC. Donc, quand tu regardes quelqu'un, du temps de Kabila, quand il y avait même des manifestations, des marches, il y avait toujours des morts. Mais depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a plus de morts. Il y a des morts. Au contraire, c'est un policier. Il y a encore des morts à Béni. Non, là-bas, je ne parle pas des marches, des manifestations. À Béni, il y a des choses que vous ne connaissez pas à Béni. À Béni, il y a eu à peu près 300 groupes armés
qui était là. Pourquoi? Pour exploiter les minéraux de la RDC en accord avec les multinationales, coopérant avec les pays limitrophes, Rwanda, Ouganda, Burundi. C'est ça les affaires, ce sont ça, là les affaires qui s'est passées là-bas à Béni. Et il y a les gens qu'on appelle c'est les ADEF, qui sont la santé qui tuaient normalement les Congolais là-bas. Ça ne pouvait pas passer 2 jours, 3 jours sans entendre comment tuer les gens. Mais maintenant, il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a détruit tous les bastions. On les a détruits. Pourquoi? Or, quand Kabila Etiopa qui est militaire, il n'a pas pu. Les gens là, ils ont fait là-bas, ils ont pris siège de partie de la RDC 20 ans. Mais maintenant, celui qui n'est pas militaire, c'est un civil, il est entré, pas même une année. Ils sont délogés. Et c'est par là que vous allez voir les gens qui apprécient souvent Kagame a développé le pays. Vous allez voir la crise qui va arriver là-bas. Parce que, oui, le développement de Rwanda, c'est avec l'argent qu'ils ont vendu des minéraux de la RDC. Quand le temps que vous parlez, j'avais suivi, il y a un papa, il est du Cameroun. Il a dit que dans 18 ans, Kagame a vendu le coltan, il a gagné 164 milliards de dollars avec le coltan de la RDC. Et tout ça en accord avec même les autorités congolaises. Parce que parmi les gens, même Jean Bosco Taganda qui est à la CPI, il a fait mention même de Kabila qui était au pouvoir, qui nourrissait les M23. C'est lui, je crois, Kunda. Kunda est où? Il est au Rwanda. Oui. Donc ce sont les gens que même Kagame il a envoyés pour venir exploiter des minéraux chez nous. Et après, quand on veut les arrêter, il les garde. Et c'est pourquoi maintenant, tu vois, tu sais que c'est un gentleman. Comment lui il fait? Il part devant ces gens, il leur dit écoutez, même avec Bill Gates, il était avec lui. Il lui a dit, ce que tu prends par le vol derrière les autres nations, viens, la porte est grandement ouverte. Viens, allez, on fait le contrat gagnant-gagnant. Il part chez Kagame, Kagame pour lui dire, écoute, tu as les entreprises là-bas, maintenant c'est gagnant-gagnant. Ça ne sera plus le cas. Vous voyez, quand c'était le temps des élections, quand on a fait la première proclamation provisoire, c'est qu'il a gagné. Et Kagame est venu. La nuit là, vous ne pouviez pas connaître ça parce que ce sont des choses qui s'est passées sous coulisses. Il est venu, il a demandé à Tshisekedi de laisser les avantages de Rwanda en RDC. Tshisekedi a dit non. C'est pourquoi il est rentré une fois, il est allé en Éthiopie. Et puis il a dit, bon, on arrête, on suspend la proclamation des élections. Donc quelqu'un qui est même un Rwandais, un petit pays comme ça, qui veut commander le géant, la RDC. C'est par là que non, on avait proclamé. Et après, il était dans l'obligation maintenant de s'allier avec Tshisekedi. Quand il part là-bas, Tshisekedi est respecté. Oui, il est respecté. Et même, avec je crois qu'on parlera de ça, avec des réunions dans des sous-régions, toutes ces choses-là. C'est Tshisekedi et Lorenzo d'Angola qui sont en train de mettre la médiation entre Kagame et Museveni. Vous voyez? Donc, ils sont en train de mettre la médiation. Dernièrement, ils étaient là en Angola. Ils sont maintenant arrivés au point, parce qu'il y a des prisonniers rwandais en Ouganda, des prisonniers ougandais au Rwanda. Et maintenant, ils se sont entendus pour faire les échanges des prisonniers. Ok, c'était comme le diable de Jésus. Bon, voilà, merci. Bon, sur le plan économique, vous permettez, hein, oui. Le pays est vraiment très pauvre. Un PIB de 495 $ par habitant en 2019, oui. C'est lamentable pour l'immensité des ressources naturelles qui se trouvent au Congo. Comment vous expliquez ça? C'est parce que les autorités qui étaient au pouvoir n'ont pas de l'amour pour les Congolais. Et beaucoup, ce n'étaient même pas des Congolais, ce sont des étrangers qui nous ont dirigés. Ils n'ont pas de soucis pour les Congolais. Maintenant, c'est le fils du pays qui est au pouvoir. Et quand il arrive, il connaît la souffrance des Congolais. C'est pourquoi il dit, mais je ne peux pas accepter les gens qui n'ont même pas de travail. Et puis la vie est tellement chère. Et puis on impose aux parents donc des frais scolaires donc élevés. Comment ils vont faire pour avoir cet argent? Il a dit, et c'est quelque chose qui est dans la Constitution. Mais les gens, ils étaient là, ils ne pouvaient pas libérer,
proclamer la gratuité de l'enseignement de base. Quand il entre au pouvoir, il l'a fait. Il a dit, écoutez, je suis votre esclave. Or, ce n'était pas le cas avec les autres. Les autres sont des patrons. On souffre. Regarde un peu dans l'Assemblée nationale. Un député, on le paye 13 000 $. À peu près plus de 6 millions de francs CFA. Or, quand on regarde un enseignant, il a à peu près, si c'est 85 000 francs congolais, pas même CFA. Quand on dit ça veut dire qu'à peu près 40 quelques mille de francs CFA. Le médecin, même, les policiers même, donc l'armée, ils étaient à peu près 75. Alors quand il est arrivé, il a dit non, ça ne sera plus le cas. Et ils sont là, ils ne votent même pas de loi dans l'avantage des Congolais. Ils sont là, ce sont des oui-wistes. Quand Kabila avait quelque chose, il y a des enveloppes qui marchent sous les pupitres là, et c'est tout. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Le salaire, l'émolument de députés a été réduit. Et on est en train de faire monter le solde de l'armée, même pour les enseignants. Oui. Voilà quelqu'un qui a de l'amour pour son pays et pour son peuple. Il a commencé à faire monter ou bien augmenter le salaire de gens qui trouvent que ça c'est la base de l'éducation du pays. Et si on veut voir les gens qui seront capables pour diriger le pays demain, on a besoin des enseignants. Ils doivent être bien rémunérés. Et puis pour notre santé, on a besoin de médecins qui doivent normalement être bien rémunérés. Parce que s'ils ne sont pas bien rémunérés, ça sera la corruption, ça sera toutes ces choses-là. Donc c'est comme ça que les choses sont en train de changer. Lui, il avait dit quoi? C'est ce qu'il avait dit. Quand je vais entrer au pouvoir, il est vrai que je ne peux pas tout résoudre. Mais je mettrai le pays sur la bonne voie. Donc les décisions qui seront prises, ça sera des décisions qui vont ramener le pays sur les rails. Les militaires au camp Tchatch, ce sont des gens qui vivaient dans des maisons où tu entres comme ça, tu n'as même pas l'envie de manger. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il a fait construire des maisons préfabriquées, à peu près 1500 maisons. Donc quand tu arrives, c'est comme si c'était l'Europe en RDC. Donc je l'aime beaucoup et je les soutiens à 100%. Ça se voit. Oui. Donc voilà, les observateurs parlent tantôt, quand on parle de la RDC, les observateurs aiment bien dire qu'on parle de scandale géologique en République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il, monsieur? Mais parce que normalement, la RDC est au centre d'abord de l'Afrique. Et puis nous avons tous les minéraux. Tout le minerai alors. Tout le minerai, que ce soit cuivre, cobalt, or, diamant, coltan, uranium. Il y a même d'autres qu'on a découvert nouvellement. Nous, on ne connaissait même pas ça. Ce sont les Ougandais et les Rwandais qui avaient découvert ça, qui vendaient ça. On venait d'arrêter 3 conteneurs qui voulaient sortir pour aller là-bas. On a arrêté. Tout ça pourquoi? Parce que c'est lui qui est maintenant à la tête. Vous voyez, même la Bible dit que quand il y a la justice sur un pays, le pays est élevé. Donc, à cause de la justice qui est à la tête, parce que même dans notre armée, il y avait des gens qui n'étaient pas de notre pays, des colonels, des généraux, tout ça. Mais avec la sagesse qu'il a, il a commencé petit à petit. Et vous devrez savoir que le Congo est revenu. Hein? Donc les anglophones disent que Congo is back. Voilà. Donc, il est le géant de l'Afrique. Nous allons monter petit à petit. Même en Europe, en Amérique, les gens aimeront aller au Congo. En Afrique, alors n'en parlons pas. Parce que toutes les choses sont en train de rentrer donc, sur le chemin afin que les Congolais puissent bénéficier de ces richesses. Dieu nous a bénis. Nous a bénis avec tous les minéraux. J'ai dit tout. C'est en RDC. C'est pourquoi on l'appelle RDC comme vous venez de le dire. Voilà. On a tout. On a tout. Mais il n'y avait pas la bonne volonté. Même maintenant que Tshisekedi est au pouvoir, quelqu'un qui a la bonne volonté, mais il est encore mal entouré. Très bien. Donc, on n'est pas encore normalement au point où on peut dire que les choses marchent maintenant comme nous voulons. Nous allons petit à petit. Il a 2 mandats qu'il va faire. Et pour votre information, pour nous les gens de l'IDPS, nous disons que jusqu'à ce que Jésus revienne, on va garder le pouvoir. D'accord, merci.
Bon, voilà, nous allons continuer toujours avec la République démocratique du Congo. Vous avez déjà tellement fait mention des actions du président Félix Tshisekedi, mais nous aimerons quand même, plus de tout ce que vous avez dit, que vous puissiez quand même comme ça faire mentionner les actions de Tshisekedi, notamment dans les tensions qui sévissent à l'est du pays. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait d'aussi concret? Voilà. Tshisekedi a établi l'état-major à l'est du pays. Il a établi l'état-major. Il a acheté les armes. Ils ont fait des attaques à tous ces groupes armés qui étaient là-bas. Normalement, comme nous parlons maintenant, il y avait des territoires congolais qui étaient sous l'autorité des ADF et des autres groupes armés près de 18 ans. Mais aujourd'hui, ils sont délogés. Les gens qui avaient perdu leur champ, ils ont commencé à récupérer leur champ. Les gens qui avaient fui, ils commencent à rentrer sur leur champ. Et puis, on a rapatrié à peu près plus de 2000 ou bien 3000 rebelles au Rwandais. Au Rwanda. Oui, ça, donc, maintenant, donc la fête des Nouvel An qui venait de passer, les gens de Béni ont célébré quand même la fête après beaucoup d'années. Vous voyez, donc il a changé tous ces généraux qui étaient de l'autre côté là-bas, parce que c'était des gens qui étaient déjà corrompus. Oui, ils étaient corrompus, ils faisaient leurs affaires. Donc c'est le business qui était là-bas. Même Ebola, voilà, la maladie Ebola, qui a tué beaucoup de Congolais. C'était aussi les affaires parce que les gens mangeaient derrière cette maladie. Mais quand il a entré au pouvoir, c'est fini. Vous entendez encore parler d'Ebola? Un peu. Un peu? Oui. Combien de temps vous avez suivi qu'il y avait quelqu'un qu'on a encore attrapé avec Ebola? Il n'y a plus. Oui, mais les médias en parlent toujours. Même non, il n'y a plus. Des cas de mort. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus d'Ebola. C'est fini, c'est éradiqué. Mouyembe, c'est un Congolais, il était là, mais on ne lui donnait pas l'occasion. Pourquoi? Parce que c'était leurs affaires. Le ministre qui était, à l'époque, là, le ministre de Santé, il est aux arrêts. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui commerçaient avec cette maladie, tant que les Congolais étaient en train de mourir. Mais quand il entre au pouvoir, c'est fini, on ne parle plus de ça. Il n'y a que des choses rares qu'on peut parler. Non, ce n'est plus le cas pour dire que... Mais normalement, même quand l'épidémie est finie, on ne peut pas arrêter tout une fois. Justement. Il faut des contrôles, il faut des vérifications, même parfois 5 mois pour se rassurer que c'est fini. Voilà, mais ce n'était pas le cas. Oui, les Congolais ont plusieurs fois protesté contre les casques bleus qui étaient là-bas à Béni. Oui, même moi je conteste. Même moi je conteste. Voilà. Mais on ne pouvait pas, tant que Tshisekedi entre au pouvoir, on les chasse une fois. Non. Là, on devrait être piégé. Qu'est-ce qu'il est en train d'être fait pour qu'on voie cela à l'horizon? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Non, mais Tshisekedi, c'est quelqu'un, quand il fait sa chose, il fait ça calmement. Il peut passer le vœu pour dire que, bon, voilà déjà une partie des casques bleus qui est partie. Non, ils sont en train de partir mollo mollo. On ne peut pas les enlever une seule fois. Non. Parce qu'il y a beaucoup de pièges là-bas, il y a beaucoup de dossiers. Même eux, ils ont des problèmes. Eux-mêmes, ils nous ont volé beaucoup. Justement. Voilà. Nous, on connaît tout ça. Mais on ne peut pas leur dire que bon, maintenant, là, elle est partie. Non. Tshisekedi est sage. Il part avec les choses. Regarde, s'il avait... Une fois, quand il a pris le pouvoir, il dit que bon, toi, Kabila, tu ne dois plus avoir beaucoup de militaires avec toi, tout ça. Ça devrait barder au Congo. Parce que les gens de FCC Kabila, c'est ce qu'ils attendaient. Ils attendaient qu'il puisse manquer de maîtrise pour que la guerre puisse reprendre en RDC, pour qu'il puisse récupérer le pouvoir. Mais lui, avec la sagesse, il allait avec la tête petit à petit. Dernièrement, Kabila est allé le voir. Il est allé avec... donc quand il sort, c'est comme si c'était un président. Quand il est arrivé, il y avait donc la garde républicaine qui était avec lui. Le président Tshisekedi a dit, bon, toute la garde reste ici. Que la police aille l'accompagner. Et hier, on a désarmé sa maison où il y avait... Calcule un peu quelqu'un qui n'est plus président, mais il a au moins 15 chars de combat. Mais c'est un ancien militaire. Ah, mais il gagne ça pourquoi? Il n'est plus président, il n'est même plus militaire, il n'est que sénateur à vie. Donc ça veut dire qu'ils ont d'autres calendriers cachés. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que Tshisekedi, avec les gens
oui, qui sont aussi de bonne volonté, qui travaillent avec lui, surtout dans la mer, donc qui sont en train de voler toutes ces choses-là. Et on a des armées. On a des armées. Et il reste encore d'autres caches d'armes. Parce que nous savons, Kabila, ce n'est pas une bonne personne. Oui. Ce n'est pas une bonne personne. C'est pourquoi des fois, les médias qui soutiennent Kabila, moi, je suis hostile. Hein. Donc, nous savons qu'il y a encore d'autres caches d'armes. Mais même là où il vit à Kingakati, il y a les armes. Mais on va les armer. On va déloger. Voilà. Okay. Cette fois-ci, on a affaire au fin stratège. On a oui, un stratège. Oui. Et beaucoup, même les militaires, ils sont étonnés de voir ce qu'il fait. Parce qu'ils disaient que c'est un civil. Il ne connaît pas tout dans les secrets militaires, tout ça. Mais ils sont étonnés. Mais l'État, c'est aussi la puissance militaire. Hein. Voilà, mais maintenant nous avons les armes. Nous avons les armes. Les États-Unis nous ont donné les armes. En fait, on a acheté les armes. Et même la Russie nous a donné les armes. Il était en Serbie. Voilà par où, moi je ne suis pas souvent d'accord avec ceux qui se présentent comme des panafricains, qui disent qu'on doit couper totalement la relation avec les Occidentaux. Si on coupe là, nous, en RDC, si on coupe, on va acheter les armes. Le Cameroun va nous donner les armes. Le Rwanda, l'Afrique du Sud. Et aussi pas acheter ailleurs. Le continent africain doit pouvoir déjà se préparer. Mais pour y arriver, il faut que la tête travaille. On ne peut pas avoir la bombe atomique en Afrique si on n'achète pas, donc je peux dire, les formules chimiques chez les Occidentaux. Mais il faut gagner leur confiance. Il faut gagner leur confiance. Comme ce que dit là, l'année prochaine, notre année, il ne peut plus prendre, soi-disant, les dons ou bien des crédits, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, il n'a pas trouvé de l'argent. Les pays doivent fonctionner. C'est pourquoi l'année-ci, il était dans l'obligation de coopérer avec eux. Maintenant, deuxième année, il a baptisé ça l'année d'action. D'abord, il y a les gens de Kabila qui sont aux arrêts, les gens qui ont volé même $1 milliard. Donc, à Gécamine, tout ça. Donc, il détruisait les entreprises minières de la RDC pour créer d'autres entreprises à côté, qui étaient pour leurs intérêts. Vous voyez? Donc, la RDC a été plongée dans l'obscurité. Que ce n'est pas avec 5 ans même qu'on peut relever la RDC. Justement. Ça demande beaucoup de temps. Lui, c'est un démocrate. Il va faire ses deux mandats parce que nous savons qu'il va passer. Je ne vois pas un concurrent qui peut se tenir devant lui en 2023. Wow. Il va passer. Et comme il n'est pas dictateur, il ne va pas aller au-delà de 3 mandats. Comme nous voyons en Afrique aujourd'hui, les gens qu'on a prétendu voir comme des opposants comme les Alpha Condé, il énerve. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, il énerve. C'est pourquoi l'Afrique est en train toujours de croupir dans des choses comme ça. Vous voyez, lui il va faire ses 2 mandats et après on va donner à une autre personne. Après ça sera comme ça. Et là, dans je peux dire 20 ans, 30 ans, la RDC va atteindre l'émergence. Okay, nous l'espérons tous. Non, il n'y a même pas à discuter. Tant que le pouvoir est entre les bonnes mains, les choses vont aller de l'avant. Nous, on dit chez nous que ça veut dire que le pouvoir est maintenant dans la chaise. Ce n'est plus debout. C'est chez l'enfant du pays. Voilà. D'accord, merci vraiment pour votre analyse ce soir sur la question de la République démocratique du Congo. Voilà, dans la suite de cette émission, nous posons notre regard sur l'ensemble du continent africain qui, voilà, comme ça, est davantage sollicité par les puissances occidentales. Les sommets transcontinentaux ne cessent d'affuyer et bien plus. Nous allons également parler de la visite du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines en Afrique, M. Tibor Nagui. Avant tout, écoutons ce reportage sur cette question. Une chance ou non pour le continent africain d'être davantage sollicité à travers le monde? Telle est la question qui retient notre attention. Les opérations de séduction n'en finissent pas. Le continent africain est le partenaire de multiples rencontres ces derniers temps avec les puissances occidentales. Après la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, c'est au tour de la France et de la Turquie de dérouler le tapis rouge en avril et juin 2020. Malgré son potentiel remarquable, notamment sa population jeune, ces mannes
pétrolière et minière, sa croissance estimée à 3,6% en 2020, son inflation et sa dette stabilisante, l'Afrique croupit majoritairement sous le poids de l'insécurité, de la malgouvernance et du retard dans la transformation structurelle de ses économies. Serait-il prêt pour amorcer ces partenariats dans une logique gagnant-gagnante? Tel pourrait être le défi à relever. Bien plus encore, le pays de Donald Trump n'est pas resté en marge de ce paradis attrayant. Du 15 au 29 janvier 2020, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires américaines, Tibor Nagy, a effectué une tournée en Afrique. Monsieur Afrique, tel qu'il se fait appeler par le président Trump, a foulé le sol de la Centrafrique, du Cameroun, de l'Éthiopie, du Kenya et des deux Soudans. Alors que cache cette visite, l'Afrique est sans doute le continent de l'avenir, mais les rapports de force sont loin d'être acquis avec le reste du monde. Les défis sont importants, surtout en matière de gouvernance. Une chance ou non pour le continent africain d'être davantage bon, voilà, merci sollicité pour à ce travers reportage qui davantage plante qui le décor sur cette thématique. Alors, Monsieur Katala, les pays africains doivent-ils s'estimer heureux au regard de cette convoitise vis-à-vis du continent? Après la Grande-Bretagne, oui et la non. Chine et la Russie, c'est au tour de la oui, France si et nos la gouvernants Turquie sont libres dans leur façon de penser et puis de malgré son contre-attaquer potentiel remarquable, notamment sa leurs population jeune, relations ses manques avec pétrolières ces et grandes minières, puissances. sa croissance estimée à 3,6% Non, en quand 2020, son ce inflation sont des et gens sa qui dette sont comme des marionnettes, l'Afrique et que ce sont ces grandes puissances qui les ont mis au pouvoir, ils seront en train de travailler contre l'intérêt du peuple. Donc c'est à cela que nous devons normalement paraître des vrais panafricanistes. Vous voyez, aimer son continent, aimer son pays et travailler pour le bienfait de son peuple. Or, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc, normalement, nous ne pouvons pas sans aussi les soutiens de ces gens-là. Parce qu'ils ont l'industrialisation, nous avons des minéraux. Et si nous restons avec nos minéraux, nous ne pouvons pas les transformer. Vous voyez, il faut que nous puissions travailler en collaboration avec eux, sans être comme des élèves. Vous voyez, comme l'autre fois, j'ai regardé à la télé, en Côte d'Ivoire, un président français arrive en Côte d'Ivoire, les militaires français contrôlent les voitures des Ivoiriens dans leur pays comme si ils étaient en France. Ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, tout ça pourquoi? Parce que nos gouvernants donc, se vendent auprès de ces gens comme de petits enfants. Vous voyez. Donc, nous devons quitter dans cette façon de voir les choses pour que ces relations puissent être bénéfiques pour nous. Vous voyez. Autrefois, on connaissait les trucs qu'on disait, bon, parfois le diamant, la France prend 80%, le président prend 10% et 10% reste pour la population. Ça doit s'arrêter. Une fois, moi, je me disais, quand on parlait beaucoup plus les pays africains qui ont fait jusqu'à 50 ans après l'indépendance, on parle ça jubilé. Vous voyez, jubilé, normalement, ça devrait être quoi? Tout ce qui a été je veux dire quoi? Comme contrat avec les Occidentaux. Après l'indépendance, bien sûr qu'il y a les Belges qui nous disaient chez nous que après indépendance égale avant l'indépendance. Ça veut dire que, bien sûr, sur le papier, on a l'indépendance, mais la gérance, ça reste toujours comme ça. Maintenant, quand on arrive jusqu'à 50 ans jubilé, on doit se défaire de tout ce qui nous lie avec ces gens. Tous ces contrats, toutes ces choses-là qui nous lient. Non, on doit se défaire de tous ces accords-là. Pourquoi? Parce que c'est déjà 50 ans jubilé. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a encore nos gouvernants qui partent chercher le pouvoir chez les Occidentaux. Et c'est par là qu'ils sont piégés. Et quand les gens reviennent comme ça, parce qu'il y a maintenant beaucoup de pays africains, ne réglant pas d'abord les relations d'une façon réglée avec les gens qui les ont mis au pouvoir, ils vont prétendre fuir pour aller chez les Asiatiques, Chine, Japon, tout ça. Et ça complique la situation. Et c'est pourquoi ces grandes puissances, ils vont alors toucher encore d'autres nationaux pour créer la rébellion. Le problème, c'est quoi? Asseyez-vous à la table. Et beaucoup ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aimés dans leur pays. La population ne les aime pas. La population en a marre. Et ils ont besoin d'avoir le soutien de ces Occidentaux pour intimider la population, faire souffrir la population pour demeurer au pouvoir.
Et c'est ce qui ne doit plus arriver. Vous voyez, dans les élections que nous faisons dans nos pays, il faudrait que le peuple puisse frapper bien les dictateurs. En votant contre que les élections soient maintenant comme des sanctions contre les dictateurs. Parce que même s'il y a beaucoup de fraude n'importe comment, je sais que si parfois dans un pays 80% votent contre les dictateurs, on ne va pas frauder ça. Vous voyez bien sûr qu'il y a d'autres qui sont des spécialistes. Mais à Malawi, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Vous voyez, le président sortant, je ne sais pas s'ils ont fraudé pour qu'il puisse passer, mais la Cour constitutionnelle a annulé les élections. Donc l'Afrique est en train de monter petit à petit. Vous voyez, l'Afrique est en train de monter petit à petit. Beaucoup de gens même ils parlent de la RDC qui ne décolle pas encore, c'est seulement une année. Mais le président, quand il part, partout il parle pas seulement de la RDC, il parle de l'Afrique. Oui, ça c'est quelque chose que je remarque particulièrement. Voilà, il parle de l'Afrique. Il a dit quoi? La vision de Lumumba, la vision de Kadhafi, d'avoir les continents africains, marcher dans la même pensée, dans le même esprit. Oui. C'est ce que lui, il véhicule. Et Dieu merci, en 2021, il sera le président de l'Union africaine. Donc il y aura des choses qui vont changer. Espérons. Oui. Les choses vont changer parce que les traîtres, là, il y a des vieux présidents africains qui sont des traîtres. Quand on arrange des choses comme ça, ils partent par derrière. Mais aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui est en train de s'élever sur l'Afrique. Il y a les fils de l'Afrique qui ont à cœur de voir leur continent être libre. Et ça va aller. D'accord, merci. Nous parlons des sommets transcontinentaux qui ne cessent d'affluer en Afrique, que les pays africains sont davantage sollicités pour des partenariats, mais est-ce qu'ils sont prêts au fond? Pardon? Est-ce que ces pays africains sont prêts pour nouer des partenariats avec l'Occident? Oui, ça dépend d'un pays à un autre pays. Voilà. Vous voyez, ça dépend de la vision que le président a de son pays. Il y a des présidents qui n'ont pas la vision donc du développement de leur pays, mais il y a les autres qui ont cette vision. Et quand ils ne partent pas pour leurs intérêts égoïstes, ils partent pour l'intérêt de leur pays. Vous voyez comme ces sommets de Sochi. Chine, Russie. En Russie. Oui, le sommet de Sochi. Nous, le président est rentré avec des investisseurs. Parce que notre train là-bas, c'était des ordures. Mais maintenant, il y a des entreprises qui vont venir pour monter des locomotives en RDC. On a déjà envoyé quelques autres là-bas. Et puis il y a d'autres investisseurs qui sont venus. Vous voyez, partout où il passe, il rentre au moins avec les investisseurs. Il est parti, on lui a donné l'argent. Quand on lui donne l'argent, il dit combien on lui a donné. Il vient avec dans la caisse de l'État. Ce n'est pas comme quelqu'un part, on ne connaît même pas ce qu'il a ramené. Non, lui, il dit tout ce qu'on lui a donné. Et il y a beaucoup de projets que ce soit BAD, que ce soit FMI, tous ces gens-là, ils sont prêts à soutenir. Donc le problème, ça dépend de nos gouvernants. Nous avons tout en Afrique pour développer l'Afrique. Ça dépend de nos gouvernants. Ça dépend de... Parce que si normalement nos gouvernants sont en train de travailler pour l'intérêt du peuple, et c'est très facile qu'il y ait la révolution en Afrique. Pour que parfois on dit que bon, aujourd'hui là, les États-Unis, on ne veut plus de vous, hein, on ferme la porte. Il faut que les gouvernants soient en accord avec le peuple. Mais si les gouvernements ne sont pas en accord avec le peuple, quand ils vont dire oui, le peuple dira non. Quand ils diront non, le peuple dira oui. Et les grandes puissances, quand ils vont voir, le peuple ne sont pas avec eux, bon, ils vont courir derrière le peuple pour qu'il y ait la rébellion. Et ça sera toujours comme ça. Oui. Donc nos gouvernants devraient, surtout parfois les autres qui sont déjà vieux, il faut qu'ils profitent même le temps qu'il leur reste pour se racheter. Auprès du peuple. Oui, je remercie quand même Bozizé, malgré tout ce qu'il a eu à faire. Il allait demander pardon aux Centrafricains. Il est rentré, mais moi je les conseille de ne plus postuler à la présidence. C'est pourtant ce qu'il semble vouloir faire. Pardon? C'est pourtant ce qu'il semble vouloir faire. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Il était là, il a fait quoi? Il peut rester là comme conseiller. Vous voyez? Il peut rester là comme conseiller, qu'il arrête ça, qu'il laisse les sangs nouveaux. Vraiment.
aller en course avec celui qui est là. Avec Touadéra. Voilà, Touadéra, voilà. D'accord, merci. Mais est-ce qu'au sein du continent africain, est-ce que les pays africains, entre eux, ne peuvent pas eux-mêmes nouer des partenariats pour saisir des opportunités de développement? Pourquoi est-ce qu'il faut chercher en Russie, en Chine, en Turquie, tout ça? Pourquoi il faut aller à l'extérieur? Pourquoi? Parce que, d'abord, la RDC est limitrophe de 9 pays. Oui. 9 pays. Et le temps que la RDC n'était pas un État, donc un pays non-État, la majorité de tous ces pays sont venus voler en RDC. Les minéraux. Voilà. Bon, maintenant, quels pays africains on peut faire des partenariats qui peuvent aider la RDC à être développée? Ou tout le continent, pas seulement la RDC. Bon, regardons alors en Afrique. Quels sont les pays qui sont développés? Il y a des pays comme le Kenya, par exemple, qui se démarquent. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui se démarquent aussi. Oui. Oui. Ils se démarquent avec la technologie importée. Oui, mais ils l'ont déjà quand même par rapport à d'autres pays. Peut-être comme la Ils l'ont, mais ils ne l'ont pas en totalité. Pourquoi? Parce qu'ils développent encore davantage. Pourquoi ne pas aussi aller contre-attaquer les accords avec les autres là pour avoir aussi directement. Maintenant, il doit y avoir la politique entre les Africains. Vous voyez, il doit y avoir la politique entre les Africains. Si parfois l'Afrique du Sud a déjà dans tel domaine développé son pays, il doit s'entraider avec les autres pays. Dans un domaine autre où, normalement, ils n'ont pas encore un autre pays qui est encore en bonne relation avec les Occidentaux, il peut profiter, prendre pour aider l'autre pays. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a les autres qui se croient si grands. Ils se croient grands, donc quand ils sont avec les autres, lui se croit qu'il est tellement grand qu'il ne peut pas être avec les autres. Vous voyez? Donc, il faut d'abord l'humilité, l'amour du continent, l'amour de son pays. Et on comprendra que les choses vont bien marcher. Donc, il peut y avoir bien des relations entre les pays, mais il faut que les gens aient une bonne conscience et l'amour des continents. Vous voyez comment les Congolais, tout Congolais, c'est très difficile pour un Congolais d'accepter facilement le Rwanda. Pourquoi? Oui, parce qu'on nous a tué des millions. Le Rwanda, mais pas les Rwandais. Mais le Rwanda est constitué de Rwandais. Mais le peuple rwandais, ce n'est pas tout le peuple rwandais peut-être qui a pillé les minéraux en RDC. Mais quand on regarde, quand on dit que le Cameroun, on regarde le président Paul Biya. Oui. Quand le président Paul Biya engage le Cameroun, c'est tout le Camerounais. Oui, mais moi, personnellement, je dis c'est à tort. Parce que là, c'est le Rwanda. C'est peut-être un homme qui a posé cet acte-là, c'est Kagame. Peut-être qui a pillé des minéraux. Bon, je vais maintenant, je vais vous convaincre dans ce domaine-là. Moi, j'étais sur le banc de l'école. Je faisais l'université. Quand AFDEL est entré, on avait des collègues ou des camarades. Dans les salles de classe. Oui, dans les salles de classe, qui étaient comme des civils. Mais quand on entend que les gens là entrent, 2 semaines, ils étaient disparus. Et après 2 semaines, ils reviennent comme des colonels. Vous voyez? Donc, c'était des espions. Effectivement. Et beaucoup de ces Rwandaises, vous savez qu'ils ont de belles femmes. Donc, les Rwandaises qui étaient là, beaucoup plus, étaient comme des deuxièmes bureaux chez les généraux. Et ils n'étaient pas là seulement pour l'amour, mais c'était pour connaître le plan de la RDC et vendre. Alors, c'est ce qui fait que cette haine-là, il est vrai qu'il y a des Congolais qui sont au Rwanda, il y a des Rwandais qui sont au Congo. Mais la souffrance que ces gens ont fait subir les Congolais, c'est petit à petit avec l'amour du président congolais qu'on commence à les comprendre petit à petit. Vraiment, quand il part même au Rwanda, il se salue avec Kagame, ça devient sujet de polémique. On dit, mais pourquoi il est allé là-bas? Pourquoi il les salue? Tout ça. Lui, c'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien engagé. Donc, il sait que par l'amour, tu peux gagner ton ennemi. Par l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est un rassembleur. Nous avons besoin de gens comme lui en Afrique. Si on en a 2, 3, c'est que l'Afrique, là, on va commencer à travailler. Hormis les Occidentaux, il est aussi en collaboration avec d'autres pays africains. Oui. Quand il est entré au pouvoir, il a voyagé dans beaucoup de pays africains.
en Égypte, il était avec le président égyptien, et il était Kenya, d'abord même leur alliance qu'ils ont fait avec l'UNC, qu'on appelle Cash, c'était au Kenya. Il était en Zambie, il était au Rwanda, Ouganda, Angola, n'en parlons pas, Éthiopie, partout. Il part tout ça pourquoi? Pour rétablir la bonne relation entre frères africains. Oui. Mais c'est ce qui ne se passe pas dans la tête de beaucoup de gouvernants africains. Oui. Donc on a besoin de revoir un peu notre façon de faire pour que l'amour puisse régner entre nous. Vous voyez, dernièrement, il y a voilà, le truc de, si c'est éco, c'est la monnaie là. Mais il y a d'autres présidents qui ne sont pas contents du fait que c'est Ouattara lui seul qui allait négocier avec Macron. Vous voyez les choses comme ça, ce sont les choses qu'on condamne. Lui, il se prend pour qui? Il a représenté toute l'Afrique. Non, est-ce que les autres étaient d'accord? Non, pas du tout, vraiment. Voilà. Enfin, je veux dire que c'est pas bon. Il a représenté tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que quand l'Afrique veut parler, que l'Afrique ait une seule voix. Oui, une seule voix. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, maintenant, on ne vend plus le cuivre aux Occidentaux. Parce que nous voulons que notre cuivre puisse vraiment monter aux enchères. Il faut que, quand on dit bon, on ne vend pas, que tous les pays qui ont le cuivre ne vendent plus. Pour savoir ramener les gens là à venir maintenant auprès de nous pour venir chercher. Et on peut les imposer les prix. Mais quand on dit parfois, bon, on ne vend pas, mais toi par derrière, tu parles. Tu es traître. Il faudrait, normalement, moi je sais que même CEMAC, ils n'aimeront pas normalement rester avec le franc CFA. Il faudrait que toute l'Afrique puisse s'accorder, ceux qui sont dans le CFA, parce que nous on n'est pas dans le CFA. Donc s'accorder pour parler une seule parole, dire que voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus que la France puisse nous gérer dans le domaine monétaire, tout ça. Mais quand quelqu'un y part, il cause avec Macron, ils savent où ils sont en train de coincer. D'abord, lui-même, il paraît-il, c'est un Français. Vous voyez. Donc, quand il cause entre eux et puis il prend des décisions, tant que les autres ne sont pas là, ça c'est minimiser les autres. Vous voyez. Donc, c'est ce qui doit changer en Afrique. Ça doit changer. D'accord. Parce que tout ce qui est en train de se faire là, si normalement on ne marche pas dans la même voie, ça n'aidera pas les Africains. Oui. Ça n'aidera pas. Ça sera toujours, bon, écoute, comme Côte d'Ivoire va dire, comme vous avez refusé, vous, Burkina Faso, ce qu'on va faire, allez, Côte d'Ivoire va entretenir la rébellion pour attaquer Burkina Faso. Vous voyez. Parce que la RDC a été déstabilisée à cause de ces pays limitrophes qui nourrissaient les groupes armés et qui les envoyaient en RDC. Parce que si ces pays limitrophes-là ne nourrissent pas de groupes armés pour attaquer la RDC, ça ne sera pas possible. D'accord, merci. Okay. Allons à présent à la tournée de Tibor Nagy en Afrique. Monsieur Afrique est allé au Kenya, en Éthiopie, au Cameroun et en Centrafrique. Alors, Monsieur Katala, quelle est votre lecture de cette tournée? Bon, moi, quand je vois ces gens venir en Afrique, bien sûr qu'ils ont leurs intérêts. Oui. Normalement, il n'y a pas un pays qui veut venir pour dire que bon, nous sommes venus pour vous développer et nous ne gagnerons rien. Non. Ils ont leurs intérêts. Ils savent que nous avons des minéraux et ils ont besoin de nos minéraux. Et quand ils viennent, c'est pour normalement régulariser les relations avec nos pays. Parce qu'eux aussi, ils ont peur des Chinois qui sont en train de venir en force. Il y a peut-être de la Russie aussi. Oui, la Russie aussi, pour normalement normaliser les relations. Bon, maintenant, les problèmes aussi, c'est quoi? Moi, je m'accorde souvent avec ces gens dans le sens que quand ils viennent, ils essaient d'imposer aussi des directives à nos gouvernants. Parce que quand il y a des dictateurs en Afrique, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent vous voler, qui peuvent détourner. On ne va rien le faire. Parce qu'ils ont l'armée, ils ont tout. Mais quand la grande puissance vient, ils les imposent. Là où nous ne pouvons pas. Et ils marchent. Vous voyez. Je vais donner un exemple, toujours dans mon pays. Il y a des gens qui ont détourné des millions et des millions et des milliards de dollars. Ils sont là. On ne les a jamais arrêtés. C'est tout le pouvoir qui était là. On ne les a jamais arrêtés. Du régime de Kabila. Oui. Le régime de l'enfer. Oui.
Donc, on ne les a jamais arrêtés. Ils sont là, ils sont libres. Bon, maintenant, quand le régime change, on commence à constater tous ces détournements. Il y a même des autres comme celui qui était même le PDG de GECAMIN. Il est en résidence surveillée. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu même l'uranium en désordre, ils ont détourné de l'argent. Or, le pouvoir qui était là, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est les intouchables, l'impunité. Pourquoi? Parce que c'est en accord avec les autres autorités qui détournent l'argent. Bon, maintenant, si les Occidentaux parfois ne les frappent pas de sanctions, ils sont libres. Ils vont aller investir ailleurs. Parce que nous, au pays, on ne peut rien le faire. Et là, quand on les sanctionne, il y a des panafricains qui vont dire que « Oh, pourquoi ils ont sanctionné tout ça ?» Moi, je leur dis « Bon, et vous n'êtes pas d'accord avec eux, restez chez vous. Si on vous a sanctionné, restez alors chez vous. Pourquoi ça vous dérange qu'on vous sanctionne? Parce que nous, oui. Oui, mais pourquoi ils se font sanctionner par les puissances, par des étrangers? Parce que nous, les nationaux, n'avons pas la force, le pouvoir pour les punir. On ne peut pas les arrêter, ce sont des intouchables. Est-ce que les mêmes Occidentaux sanctionnent chez eux? Bien sûr. Bien sûr, il y a des cas. Il y a des cas où on sanctionne. Il y a des cas. C'est pourquoi, souvent moi je suis un peu d'accord avec eux. Vous voyez. Bon, maintenant, chez nous, on les a arrêtés. Mais quand on arrête quelqu'un, tu entends les gens de leur formation politique dire il faut qu'on les libère. On doit les libérer. Un bandit, un voleur, on l'arrête pour le mener devant la justice. Vous vous réclamez qu'on les libère. Vous voyez que ça devient les désordres. Et si ce n'était pas le régime qui avait changé, donc quelqu'un vivrait lui dans la liberté, hein, il a volé de l'argent, non, il n'y a pas de problème. Mais comme les Occidentaux, ils sont bien informés parfois que nous autres dans nos pays, ils savaient que voilà, il a détourné, voilà, il a volé, voilà, il a fait ceci, cela, il a fait ceci, cela. Allez, on les sanctionne. Pourquoi? Parce que voilà la dictature. Si ce n'était pas la pression des Occidentaux et aussi la pression de l'intérieur, Kabila ne quittait pas le pouvoir. Vous voyez? Vous le croyez? Mais les élections devraient se passer en 2016. On les a fait en quelle année? 2018. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas partir. Quand j'entends souvent les gens dire « Oh, l'alternance », c'est racheté au prix du sang. Oui. C'est à cause de la pression des Occidentaux. D'autre part, ils nous aident à trouver, je peux dire, des solutions là où nous ne pouvons pas. Mais ils ont leurs intérêts. C'est à nous maintenant de réfléchir. Parce que, écoutez, s'il n'y a pas de dictature en Afrique, les Africains s'entendent bien, tu fais tes 2 mandats, tu pars. Vous faites des élections. On la place à quelqu'un d'autre. Voilà, l'autre personne passe. Et puis quand il passe, toi tu ne fais pas la rébellion. Tu lui donnes l'occasion de faire la continuité de ce que toi tu étais en train de faire. Vous travaillez pour l'amour du pays. Par où les Occidentaux peuvent entrer pour déstabiliser votre pays. Vous voyez? Donc c'est nous. Et ils viennent, ils ont leurs intérêts. Il était aussi même en RDC. Vous voyez, quand il est venu là-bas, il a dit, il a hâte de rencontrer Tshisekedi. Parce que les signaux qu'il donne, vraiment c'est très important. Il a hâte de je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est entré au pouvoir, il a commencé à faire la chasse aux sorciers, non. Si c'était un autre, donc Kabila devrait me mettre en prison depuis. Mais ce n'est pas le cas. On comprend que non, celui-ci c'est un visionnaire. Or, quand on regarde même les pays limitrophes là, ils sont en train de faire des réunions chaque jour, comment on peut les descendre. Et en accord avec les nationaux. Quelqu'un qui a l'amour pour le pays, mais on veut les tuer. Mais ils ne peuvent pas parce que celui-là, c'est un don de Dieu. Dieu est avec lui. On ne peut pas. D'accord, merci. Voilà. Bon, voilà. On va continuer et pour faire, nous allons clôturer cette émission en disant que pensez-vous que les pays africains, selon vous vraiment, comment les pays africains doivent-ils s'y prendre pour pouvoir ensemble nouer des partenariats pour le développement? Comment doivent-ils s'y prendre pour pouvoir être davantage soudés? Qu'est-ce que vous proposez? Premièrement, l'amour.
Il faut qu'ils aient de l'amour pour ces continents. Et puis, savoir marcher dans un même esprit. Et savoir définir les objectifs qu'ils ont. Et puis se retrouver autour d'une table pour savoir comment débattre. Parce que là, moi, je suis content pour beaucoup de, je peux dire, des groupes maintenant sous-régionaux. Oui, en Afrique. Ça fait que ça commence petit à petit à les solidifier. Parce que quand on a déjà, il y a CEMAC, il y a SADC, il y a Grand Lac, il y a tout ça. Ça fait que petit à petit, ils commencent à s'entendre sur d'autres points. Et ça fera que plus tard, ils vont se retrouver ensemble. Ça va faciliter la circulation libre des personnes, de biens. On comprendra qui a quoi, qui n'a pas quoi, quel besoin, qui a telle puissance, qui a telle force. Ça fera que ils vont se retrouver en train de vivre les rêves qu'avec Kadhafi qui vient de partir, qu'avec les autres d'avoir les États-Unis d'Afrique. Et c'est là où nous devons arriver. Pardon? Qui ont payé de leur vie. Voilà. Normalement, dans n'importe quel domaine, quand nous voulons nous débarrasser de ceux qui nous tiennent, il y aura ceux qui vont mourir. Mais c'est une vision. L'homme peut mourir, mais la vision ne meurt pas. La vision ne meurt pas. Quand il y a la vision et quand nous gobons la vision, même si tu tues mon père, je veux rester avec ça dans mon esprit. Je peux faire semblant de ne pas connaître tout ça. Je vais attendre grandir, atteindre une force quelconque. Ça va réveiller en moi. Oui. Surtout si tu l'as inculqué. Voilà. Donc ça va se réveiller. Vous voyez, on peut rester, toute une nation peut rester comme ça, maltraitée par des dictateurs. Ils vont rester, ils observent. Ils sont en train d'étudier comment on va se défaire de ces messieurs. Et après un moment, vous allez voir, vous vous réveillez comme ça. Et ce sont des choses qui se lèvent. Ce n'était même pas préparé et planifié. Ça se lève comme ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà là dans l'esprit. C'est là. Donc, les États-Unis d'Afrique, c'est un état d'esprit. Chaque Africain, chaque panafricain, il marche avec ça dans son esprit. Oui. Il cherche comment, de voir un moyen, comment mener cela à la réalisation. Et je sais qu'il y a des présidents en Afrique maintenant qui sont dans cet esprit. Oui. Les autres sont dans cet esprit, mais ils veulent mater les autres. Ils se croient plus grands. Mais les autres sont là avec l'humilité. Ils sont en train d'aller petit à petit. Et ceux qui vont s'opposer à cela, ils seront écartés petit à petit. Même si ce n'est pas par les élections. L'âge va les emporter. Même si ce n'est pas par l'âge. Ça sera parfois même des révolutions. Oui. Parce que normalement, il y a toujours un temps pour chaque chose. Normalement, les États-Unis d'Afrique, ça deviendra une réalité. Ça a son temps. Et quand le temps arrive, personne ne peut plus s'opposer. Oui. Quand le temps arrive, personne ne va plus s'opposer. Vous voyez le printemps arabe, quand c'était arrivé, personne ne pouvait arrêter ça. Oui. Personne ne pouvait arrêter. Les Africains. Autrefois, j'avais pensé, j'ai dit, mais c'est qu'il serait important que nous, Africains, nous puissions aussi avoir des armes, des bombes atomiques. Parce que si tu n'as pas de bombes atomiques, on te malaxe comme la banane à l'ouest. Donc il est très important pour nous de comprendre cela. Lui, il vient en Afrique, il vient pour les intérêts. Oui. Alors, on peut dire que aider aussi les Africains, mais on ne peut pas croire aux aides des Occidentaux simplement comme ça. Ils ont leurs intérêts cachés. Mais nous devons être sages pour savoir bénéficier aussi derrière leurs visites ou bien derrière leurs aides qu'ils nous apportent pour que demain, que nous ne puissions pas rester dans l'esprit d'attendre toujours d'eux, mais que nous puissions nous émanciper, que nous puissions arriver au point de développer nous-mêmes, de produire nous-mêmes pour que ces gens-là puissent trouver de l'intérêt à venir négocier, pas nous imposer. D'accord, merci. Oui. Vous jetez rapidement et puis on va clôturer.
Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Dans le cadre de cette émission, une fois de plus, nous avons eu Monsieur Katala Congolais sur le plateau qui nous a éclairci sur la question de la République démocratique du Congo, mais également sur la tournée de Thibon Nagui en Afrique et la multiplication des sommets vis-à-vis du continent africain. Nous vous souhaitons bonne suite de programmes sur Frika TV.